What's up tout le monde, mon nom est Maxime Ouellet, vous écoutez un chiche qui existe. Vraiment content d'être back avec vous en 2002. Une bonne année à tous et à toutes. Je vous souhaite du bonheur, de la santé. Je vous souhaite de faire beaucoup de lectures, de réapprendre à vous connaître à chaque semaine, d'apprendre à devenir une meilleure version de vous-même. Puis, ça passe essentiellement justement par un certain contact avec la culture. Donc, je vous souhaite que les salles de théâtre soient ouvertes pour 2022. Je vous souhaite d'avoir l'occasion d'aller voir des nouveaux films, d'aller voir des pièces au musée. Je vous souhaite honnêtement tout ce qui peut être souhaité parce que je vous aime à quelque part, même si on se connaît pas, c'est un peu indirect tout ça. Mais je pense qu'on se connaît, on a appris à se connaître. Je me trompe peut-être, mais tout ça pour vous dire que c'est ça, dans le fond, tout ça pour vous dire pas grand-chose. La vidéo commence dans pas long. Je vous parle de 3 livres, 2 livres que j'ai adorés, un livre que j'ai trouvé coup-ci coup-ça. La musique d'intro commence direct là. Yes, lire, c'est un shit qui existe. Pour commencer, je vous parle du livre que j'ai le moins aimé. En fait, c'est une nouvelle littéraire qui a été écrite par Simon Boulris. Ça s'appelle Portrait robot de ma furie. Je dis que j'ai pas tant aimé ça, peut-être parce que j'avais pas les références. C'est une nouvelle qui est une reprise un peu du concept du film Carrie, film que je n'ai pas vu, donc j'avais peut-être pas justement les références. Je pense qu'il y a certains moments où est-ce que j'avais du bonbon qui m'était donné quand même. Là, je pense entre autres au père en fait de la protagoniste qui aime beaucoup Stanley Kubrick. J'aime beaucoup Kubrick aussi, donc de voir des petits clins d'œil qui étaient faits au travers des phrases. J'ai trouvé ça intéressant, mais malgré cette friandise-là, ça n'a pas été assez pour me nourrir comme lecture, pas du tout en fait. La chute est très bonne, je pense que c'est le seul élément que j'ai aimé de cette nouvelle littéraire-là. Faut dire que Simon Boulris, j'en ai déjà parlé, je l'adore. C'est un auteur qui est prolifique, probablement un des auteurs les plus prolifiques de sa génération. Donc ça y arrive souvent d'avoir des W, malheureusement, dans le cas de ce livre. Je pense que c'est impossible de réussir tout ce qu'on fait, surtout lorsqu'on en fait autant que Simon Boulris en fait. Je vous conseille d'aller voir peut-être ses autres livres qui sont des livres selon moi mieux réussi. Je pense à Géolocaliser l'amour entre autres. Je pense à L'enfant mascara dont j'ai parlé sur cette chaîne-ci. Pour ce qui est de Portrait robot de ma furie, pour ma part, c'est une nouvelle qui va tomber à l'oubli assez rapidement. Je vous parle maintenant de Pauvreté, un recueil présenté sous la direction de Stéphanie Roussel, dans lequel on retrouve des textes de Marie-Céline Agnand, de Jennifer Bélanger, Pascal Bérubé, Marie-Lou Craft, Nicolas Dawson, Jean-Guy Forget, Jonathan Lemire, Marie-Ève Maréchal, Alex Noël, Emmanuel Riando, Karine Rousseau et Stéphanie Roussel. Je vais faire mon mea culpa, mis à part Nicolas Dawson que je connaissais de nom, je ne connaissais aucun des auteurs de ce recueil-là. Je trouvais que le thème en partant de parler de la pauvreté, ça m'intéressait beaucoup. La 4e de couverture m'avait beaucoup parlé. L'objet en soi me parlait beaucoup. C'est pour ça que je l'ai mis à ma liste et je n'ai vraiment pas été déçu. C'est un recueil en fait qui va prendre plusieurs formes. On a de la poésie, on a des textes qui sont un petit peu plus de l'ordre du récit de vie. En fait, la majeure partie des textes vont être une forme ou une autre de récit de vie. Ce que j'ai trouvé intéressant parce que c'est un genre qui me plaît beaucoup. La pauvreté, c'est un thème qui me tient à cœur. C'est quelque chose qui me touche beaucoup également. Je pense qu'il y a différents types de pauvreté. Je pense qu'on peut vivre dans la précarité sans même s'en rendre compte. Surtout quand on est enfant, en fait, je pense qu'on n'a pas nécessairement conscience des ressources financières de nos parents. Je pense que ce livre-là vient nous présenter cet aspect-là. On nous parle de comment la pauvreté peut se décliner de plusieurs façons. On va venir nous montrer justement également des
des textes qui ont été faits par des auteurs qui se sont émancipés de ça, et le mélange entre honte et pitié duquel ils sont habités par le fait de s'être émancipés de cette pauvreté. Et on vient en fait nous parler des différentes conséquences de la pauvreté. Je pense entre autres à un texte dans lequel une femme haïtienne nous explique qu'elle ne sait pas comment cuisiner les mets traditionnels de son pays parce que les ressources financières et le temps étaient limités à la maison. Donc elle a plus été élevée avec des pizzas pochettes, des choses comme ça. Donc ça a des conséquences sur sa vie adulte. On s'attend d'elle, c'est ce qu'elle nous explique dans le texte, qu'elle sache cuisiner les mets traditionnels de son pays. Malheureusement, elle n'a pas eu accès à cette éducation-là, faute de ressources, faute de temps. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment beau de voir. Beau, c'est pas un bon choix de mots, mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant de voir que une pauvreté qu'on a vécue à l'enfance peut avoir des conséquences sur notre vie adulte. On nous parle également des conséquences que ça a sur l'habillement, qui est une chose qui nous paraît futile en général, l'habillement, mais qui est quand même un des moteurs d'expression les plus forts. En ce moment, je porte mon chandail de R.J. Barrett justement pour montrer mon allégeance aux Knicks, allégeance qui est nouvelle. J'ai commencé à écouter le basket cette année, puis on voit déjà que je veux m'exprimer par le biais de mes vêtements. Je pense qu'on fait ça à tous les jours. Je pense qu'on sous-estime souvent cet aspect-là de la pauvreté. Malheureusement, des fois, il faut accepter de ne pas pouvoir s'identifier nécessairement à nos vêtements. Il y a un passage justement dans lequel on mentionne qu'on n'aime pas aller dans les friperies jusqu'au moment où est-ce qu'on va dans les friperies volontairement. Je pense que ça, c'est quelque chose qui parle beaucoup à notre génération parce que moi, je me rappelle, j'ai des souvenirs de mes parents qui m'amènent au village des valeurs pour choisir du linge, puis de moi qui ris de ça, alors qu'aujourd'hui, à peu près 95 à 99% de ma garde-robe vient des friperies. Donc, je pense que quand on prend conscience de tout cet aspect-là, le linge, ça a un gros impact dans nos vies. Puis de voir que c'est considéré dans ce recueil-là, j'ai trouvé ça très intéressant. Le fake it till you make it également qui vient avec tout ça. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment bon. Gros point négatif que j'ai trouvé, peut-être qu'on pourrait m'expliquer plus en profondeur ce choix-là, mais j'ai trouvé ça dommage qu'on appelle ça pauvreté au singulier, alors que tout semble nous dire dans ce recueil-là qu'il y a plusieurs pauvretés. Je sais que Stéphanie Roussel, dans son texte, qui est comme le premier texte du livre, nous parle de précarité, qu'il y a plusieurs types de précarité, mais je pense qu'il y a également plusieurs types de pauvreté. Je pense que le choix du titre était un peu défendu justement dans le texte de Stéphanie Roussel. J'ai pas nécessairement adhéré à tout ce qu'elle me disait. Je pense que définitivement, moi j'aurais mis pauvreté au pluriel, mais ça c'est vraiment juste un détail qui enlève rien à la qualité du recueil. J'ai adoré le texte de Nicolas Dawson qui nous parle de son frère, de la relation qu'il a avec lui. J'ai trouvé ça intéressant justement de parler de la relation familiale avec l'argent. Parfois je pense qu'on oublie qu'il y a différentes dynamiques financières dans une même famille, puis que ces dynamiques-là peuvent créer des fossés entre les membres d'une même famille. Je sais que moi et ma soeur, par exemple, on n'a pas le même budget. Donc, on n'aura certainement pas les mêmes champs d'intérêt. On n'aura pas les mêmes moyens non plus, pas les mêmes activités. Ça se peut qu'on n'ait pas les mêmes référents. Ça se peut qu'on ne se comprenne pas quand on se parle. Ça se peut qu'on n'ait pas les mêmes convictions. Donc, de voir en fait que même si on vient d'une même famille, même si on a connu les mêmes ressources financières étant jeune, ça peut changer toute la donne de devenir adulte puis d'avoir différentes... En tout cas, je pense qu'on m'a compris, là. Donc j'ai trouvé ça intéressant cet aspect-là du texte de Nicolas Dawson, mais en toute honnêteté, le livre au complet vaut vraiment la peine. C'est une espèce d'essai qui est plus léger qu'un essai traditionnel, par la forme peut-être un peu plus poétique, par le fait qu'on passe par des récits de vie pour aborder différents thèmes, différents aspects de la pauvreté. Je vous conseille vraiment ce livre-là si l'essai est une forme littéraire qui vous intéresse, mais que vous avez peut-être pas le temps de vous plonger dans un grand essai. C'est un format qui est plus petit, c'est un format qui respire beaucoup. On se tanne pas du tout de lire ce livre-là. Donc en résumé, allez vous chercher Pauvreté sous la présidence de Stéphanie Roussel. Je vous conseille, très bonne lecture. On est en 1978.
deux jeunes comédiennes québécoises expriment leur désir de collaborer sur les planches d'un théâtre. L'année d'avant, un recueil de complaintes politiques nommé Retaille avait attiré leur attention par son propos féministe. C'est dans cette optique que Michel Magny et Sophie Clément contactent Denise Boucher, une des deux auteurs de ce texte. Poète plus que dramaturge, Boucher accepte tout de même de collaborer avec les jeunes femmes à la conception d'une pièce. À ce groupe s'ajoutera Louisette Dussault, une autre comédienne, ainsi que Jean-Luc Bastien, qui assurera la mise en scène de l'œuvre. L'écriture de la pièce féministe se fait dans les mois qui suivent. Une fois le premier jet terminé, la troupe présente l'œuvre à Jean-Louis Roux, alors directeur artistique du Théâtre du Nouveau Monde, qui accepte le projet et l'inscrit à sa programmation pour la saison 78-79. Mais, coup de théâtre, le Conseil des arts de Montréal annonce qu'il retirera sa subvention de 15 000 $ au TNM s'il présente la pièce. Roux refuse de céder au chantage, affirmant que le pire excès commis au nom de la liberté d'expression est préférable à la plus petite répression. Mais les ennuis ne s'arrêtent pas là. Magny, Clément, Dussault et Boucher reçoivent des lettres de menaces, forçant même l'auteur à s'isoler et à vivre dans un van pour fuir son domicile. Le 10 novembre 1978, la première représentation de la pièce de théâtre a lieu au TNM. Sur place, un groupe religieux nommé les Jeunes Canadiens pour une civilisation chrétienne manifeste devant le théâtre pour que la pièce cesse d'être jouée. Ce même groupe fait circuler une pétition à travers le Québec, récoltant au passage 200 000 signatures pour la fin des représentations de cette pièce. Le 4 décembre de cette même année, le groupe obtient une injonction contre le livre, mais non contre la pièce, puisque le blasphème qui est censé contenir une phrase n'est pas prononcé sur scène. Plusieurs injonctions suivront, mais jamais le directeur du TNM ne pliera, accumulant plus de 50 000 $ de frais d'avocat. C'est le 25 janvier 1979 que le cauchemar s'arrête enfin pour la troupe, puisque la juge Gabrielle Côté, après 4 injonctions, lève l'interdiction de vente du livre. Cette histoire de censure fait écho à la censure que vivent les femmes au quotidien. Vous l'aurez peut-être deviné, c'est avec grand plaisir que je vous parle de Les Fées ont soif, une pièce de théâtre qui n'a plus besoin d'introduction, surtout pas lorsque je viens de faire une introduction de 5 minutes. C'est une pièce de théâtre qui est marquante pour l'histoire du Québec, une pièce dans laquelle on aborde en fait les rôles stéréotypés des femmes. Donc il y a 3 personnages, il y a Marie qui représente la mère au foyer, la bonne épouse. Il y a Madeleine qui représente la prostituée, celle qui refuse en fait peut-être d'être soumise aux hommes, mais qui malheureusement l'est tout autant que Marie. Et il y a la statue qui représente la Sainte Vierge et par conséquent la virginité, le refus en fait de donner son corps, mais en même temps c'est pas nécessairement un refus plus que un rôle qui lui a été donné. C'est ce qu'on va constater dans la pièce. Ce qui est intéressant, c'est vraiment les commentaires qui sont laissés par rapport à la mise en scène au tout début de la version papier de la pièce. On va avoir en fait des lieux neutres dans lesquels les femmes s'émancipent de leur rôle, dans lesquels ils sortent d'un rôle unidimensionnel, parce que ce que Denise Boucher a voulu faire justement, c'est sortir ces femmes-là des stéréotypes, montrer qu'il y a plusieurs types de femmes, puis que en fait, malgré cette mixité-là, ben, il y a des traits communs qu'on retrouve chez toutes les femmes. Autre chose que j'ai trouvé particulièrement intéressant dans cette pièce-là, c'est le fait qu'on a une dramaturge qui est une dramaturge recrue. C'est pas Denise Boucher, le théâtre, c'était pas à ce moment-là sa force. Faudrait que j'aille voir les autres œuvres qu'elle a faites pour savoir si elle a refait du théâtre par la suite. Je le sais pas. Ce que je sais, c'est qu'à la base, c'est une poète beaucoup plus qu'une dramaturge et ça se ressent. Il y a quelque chose de très poétique dans cette pièce-là. Par contre, c'est marqué au tout début, encore une fois, dans les notes de mise en scène, que le delivery
delivery ne doit pas être nécessairement poétique. On ne doit pas avoir l'impression d'écouter des gens qui déclament de la poésie. C'est ce qui est intéressant, c'est le ton par rapport au texte. On a un texte qui est très sophistiqué, mais on ne s'attend pas à ce qu'il soit livré de manière sophistiquée. On veut que ça soit réel, on veut sentir que c'est de la vie quotidienne qu'on est en train de regarder. Et je pense que c'est très bien réussi. J'ai malheureusement pas vu de représentation de la pièce. Par contre, je trouve que c'est évident que ça doit pas être livré de manière poétique. Quand on lit la pièce, ben, on a justement ce magnifique contraste-là entre quelque chose de poétique puis quelque chose de raw, de très cru. Je pense que ça serait plate que ça se perde dans la mise en scène. Ce qui est triste avec cette pièce-là, c'est qu'elle a un propos qui est malheureusement encore tellement d'actualité. Il y a des images frappantes tout au long de la pièce. On a l'impression qu'on est en train de vivre avec les personnages leur histoire. Peut-être parce que c'est une histoire qui se répète malheureusement encore aujourd'hui et qui, semble-t-il, n'est pas prête d'arrêter de se répéter. La fin est très choquante. Comme je vous dis, on a des propos encore d'actualité, des choses qu'on entend encore aujourd'hui malheureusement, des choses comme les tentations ne peuvent venir que de la femme, elle a tout fait pour que ça lui arrive. Donc c'est des propos qui sont frappants, autant par leur violence que par leur actualité. J'ai trouvé que c'était une pièce magnifique. J'ai beaucoup aimé la fin. J'aime beaucoup l'idée en fait. J'ai pas retrouvé de documents, mais j'avais déjà vu des entrevues dans lesquelles on mentionnait qu'à la fin de la représentation, il y avait des discussions, il y avait un micro ouvert, le public était amené à commenter, à poser des questions sur la pièce. Donc ça, je pense que c'est très intéressant parce qu'effectivement, c'est une pièce de théâtre qui ouvre sur le dialogue. J'ose espérer que les gens qui liront cette pièce-là verront leur vision peut-être de la féminité être changée. Je pense que cette pièce-là va rester universelle longtemps. C'est une pièce qui a été traduite dans plusieurs langues. Je pense que ça parle du fait justement que le propos est universel. J'invite particulièrement les jeunes hommes à lire cette pièce de théâtre-là. Je pense qu'on devrait les présenter à des adolescents pour leur aider en fait à comprendre que les femmes ne sont pas unidimensionnelles, que les femmes ont plusieurs rôles, qu'elles ont plusieurs caractéristiques en dedans d'elles. Je pense qu'on devrait la présenter autant aux jeunes garçons qu'aux jeunes femmes pour faire comprendre aux jeunes femmes qu'elles peuvent être ce qu'elles veulent, puis qu'on ne peut pas leur attitrer un simple rôle, puis qu'elles doivent pas accepter en fait les étiquettes qu'on accole sur elles. Je pense que définitivement tout le monde a à gagner à la lecture de cette œuvre-là. Donc Les Fées ont soif, Denise Boucher, je vous le conseille très fortement. Pour ce qui est de ma suggestion de la semaine, même si Pauvreté est un excellent livre, j'ai pas le choix d'y aller avec Les Fées ont soif parce que c'est une pièce de théâtre qui est très marquante dans l'histoire du Québec, parce que son propos, comme je l'ai dit, est universel, parce que je pense que ça l'a très bien vieilli, parce que c'est écrit d'une manière magnifique, puis parce que le message en fait que ça porte, les valeurs que ça porte sont des valeurs qui me tiennent à cœur puis qui je crois devraient tenir à cœur à tout le monde. Donc Les Fées ont soif, vraiment c'est ma suggestion de la semaine. On se revoit la semaine prochaine. Je suis vraiment content de pouvoir encore vous parler de littérature. Vous me direz si vous avez aimé la petite capsule socio-historique. Je pense que c'était quand même intéressant de venir mentionner toute l'histoire de cette pièce-là parce que justement, comme je l'ai dit en fermeture de cette intro-là, c'est que je pense que l'histoire de censure qu'a vécu cette pièce fait écho définitivement à la censure que vivent les femmes ou du moins que vivent les femmes, pas qu'ont vécu les femmes. Là. Je pense que c'est encore au présent qu'on peut dire ça. Donc on se revoit la semaine prochaine. Merci encore une fois d'avoir été là. Mon nom est Maxime Ouellette. Vous avez écouté un chiche qui existe. Peace out.